Le podcast du saut à ski et du combiné nordique. Bonjour à tous, c'est le cinquième épisode du podcast. Aujourd'hui, notre épisode sera entièrement consacré au combiné nordique. Avec moi, comme toutes les semaines, j'ai hâte Géox 120, c'est Romain. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a un gros week-end à débriefer et on va le faire en deux fois. Donc ce soir, on commence par le combiné nordique qui était ce week-end à Ramsau pour les hommes et les femmes. Voilà, Ramsao, petit tremplin, tremplin plutôt champêtre. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des compétitions? Bah, c'était intéressant, hein, il y avait du suspense. On a eu bon, en plus deux courses complètement différentes. On y reviendra chez les hommes. Bah oui, on a je pense que c'est le plus petit tremplin de la saison, 1 ou 2 mètres près, mais voilà, c'est le petit tremplin. Donc celui où les gros pousseurs, qui peuvent être aussi les gros fondeurs, peuvent exceller et on a une piste très sélective. Ouais, c'est clair que la première bosse de la piste de fond est très, 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 très exigeante et que, bah, comme tu l'as dit, on est sur petit tremplin et donc moins de points d'écart après le saut. Et c'est donc des courses qui sont plus propices aux fondeurs que ce qu'on a eu, par exemple, à Lillehammer ou à Ruka. Qu'on a vraiment eu, en plus, donc alors j'allais dire samedi et dimanche par habitude, c'est vrai qu'on a eu un week-end, particulier, bah, même le saut à ski et le combiné s'est adapté à la coupe du monde. Donc aujourd'hui, ça sautait tôt à Engelberg en saut à ski, on y reviendra. Et en combiné nordique, carrément, ils ont fait les épreuves vendredi et samedi, aucune épreuve ce dimanche. Donc je m'apprêtais à dire samedi et dimanche, mais donc c'était vendredi la première épreuve. On a eu une épreuve, j'ai envie de dire un peu classique avec, Rieber qui part 1 minute devant. Ouais, Rieber, c'est lui qui a le mieux sauté. Enfin, en tout cas, il a mieux sauté les 2 jours. Mais c'est vrai que samedi, on a eu, comme tu dis, le classique avec Rieber qui est devant, qui temporise, et puis les meilleurs fondeurs qui essayent de le rattraper, mais qui sont trop loin pour lui prendre la victoire. Voilà, et qui finit, peine essoufflé. Enfin, c'est une impression évidemment, cette impression de facilité. Il perd beaucoup de temps à la fin, mais presque sa dernière boucle est une récup alors que les autres sont à fond. Et par contre, ce que j'ai trouvé, un peu différent, c'est que parfois on a des groupes de 15-20 et là, la boucle est tellement sélective qu'au final, même le groupe de 15-20 à la fin du premier ou du deuxième tour, il se morcelle en groupe de 4-5. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on les avait au tout départ, les 15-20, mais dès la première bosse, ils sont plus que 5. Et puis après le premier tour, ils sont plus que 3, quoi. Donc là, en l'occurrence, les 3 qui restaient après les 5 kilomètres, c'était Stebro qui est le principal challenger de Rieber depuis le début de saison. On avait Geiger et on avait le retour de Monsieur Lamparter. C'est clair qu'on a un protagoniste de plus, ce week-end, qui est revenu au premier plan, l'Autrichien à domicile. Je pense qu'il connaît aussi le tremplin, par cœur. Il nous fait, 2 grosses performances et c'est vrai qu'on a eu la course, derrière Rieber, c'était Hoftebro, Geiger, Lamparter et Grabach. Voilà, il y avait des watts, si on parlait en termes de vélo, il y avait des watts, derrière. Et puis je pense qu'ils se sont tirés la bourre les uns les autres. Et puis ils auraient bien mangé Rieber vendredi. Ils sont partis un peu plus loin. Et déjà, on avait eu les prémices de cette bataille et notamment de Vincenz Geiger, qui était pour moi en fond euh, un, un ton au-dessus de Hoftebro et Lamparter, qui a terminé troisième à la photo finish avec le Norvégien, donc doublé norvégien sur l'épreuve du vendredi. Ouais. Et nos Français qu'on a beaucoup suivis, aux avant-postes les week-ends précédents étaient un peu en retrait, par les performances de saut. Matteo Bau 21e du saut et Laurent Multaler, 19e, donc vendredi. Donc bah, voilà, on connaît leur profil, ça on sait que ça leur permet pas d'aller jouer devant après pour le fond. Pourtant, ils font quand même des bonnes performances parce que tous les 2 améliorent leur classement par rapport, au saut. Donc Matteo Bau, il passe de 21e à 16e et Laurent Multaler de 19 à 18. Donc symboliquement,
ça montre qu'ils sont toujours dans la course, même avec des sauts plus difficiles. Bah, en tout cas, le meilleur Français après la course de saut, c'était, après le concours de saut, c'était, Marco Hainis, qui avait été 17e. Et comme tu dis, juste derrière, il y avait Laurent et Matteo. Marco, bah, il est encore jeune, donc il s'est écroulé sur le fond, il termine 40e. Et c'est vrai que Matteo plus 5 places, Laurent plus une place, Matteo Beau une 16e place, il aurait carrément signé pour ça l'an dernier. C'est juste qu'on s'était habitué à des performances dans le top 10. Ils étaient un peu en retrait, je pense ils avaient été aussi un peu malades juste avant, donc voir si c'était lié au tremplin ou à leurs conditions physiques. Mais c'était un cran en dessous de ce qu'on avait eu à Ruka et à Lillehammer surtout. Je trouve que ce bas est plutôt rassurant, quand on va retrouver des tremplins plus grands et peut-être un peu d'énergie, on devrait retrouver nos 2 Français du moment, à nouveau à la bagarre devant. Tu l'as dit, Marco Hennis fait 40e. Antoine Gérard, un peu dans la continuité des semaines précédentes, il finit 38e. Il a à nouveau quand même regagné quelques places, au fond. Ouais, mais il en gagne beaucoup moins qu'à une époque où Mmh. il était vraiment un des meilleurs fondeurs et du coup, ça le démotive un peu de rater son saut, de partir au-delà de la 40e. Le deuxième jour, on le verra, il a même volé le départ, donc il a été disqualifié. C'est vrai que, là, pour l'instant, c'est surtout, Beau et Multhaler qui tirent les Français, avec un Marco Hainis qui est bon au tremplin, mais qui, par sa jeunesse, est encore un peu court en fond. Tu parlais de la différence entre, le petit et le grand tremplin, mais on a toujours Yamamoto. Lui, quelle que soit la taille du tremplin, il fait deuxième du saut les 2 fois derrière Rieber. Par contre, je l'ai trouvé moins bon sur, les skis que, Lillehammer et Haruka. Oui, voilà, bah, là, il y avait un tel niveau, et une piste vraiment sélective parce que, par exemple, Marco Hennis, il recule plus qu'à Lillehammer. Là, je pense que le mur, il, heu, il les, heu, il les fracasse tous à Ramsau parce qu'après derrière, il faut enchaîner sur, des descentes, des petites relances et ça montre vraiment le niveau de fond, ultime de chaque sauteur. Là où on retrouve, et les meilleurs de l'an dernier, c'est-à-dire Geiger, Grabach, Riesle, Lamparter, Öftebro. Il y a Ilkay Erola qui est un petit peu en retrait, avec du bon fond de Samuel Costa, Oui, et puis de Eero Hirvonen, qui sont, comme tu dis, là, on a vu vraiment des fondeurs, des spécialistes en fond, alors qu'un gars comme Johannes Rudzeck, qui avait été bon en fond à Lillehammer, à Ruka, a lui été un peu plus en retrait, parce que c'est peut-être un peu trop dur pour lui. c'est vrai que tu as commencé à le dire, grosse performance des Italiens là. Samuel Costa 12e, il y a Pittin 20e. Évidemment avec une grosse remontée, sur les skis et Raffaele Buzzi, qui part 41e et qui finit 23e. Donc on a eu, voilà le profil, des Italiens qui a pu, s'exprimer, vendredi. C'était un peu et surtout voilà, Costa on le voit, passer la ligne, en levant les bras. Il était content de sa perf. Ah ouais, non, franchement, là, les Italiens, c'est une équipe qui commence à remonter. Après, ils sont encore un peu courts en saut. Eux, ils sont meilleurs en fond. C'est l'inverse des Français. Mais c'est ce que je te disais, je crois, après Ruka, là, petit à petit, on retrouve les hommes en forme de l'année dernière et un gars comme Lamparter, je pense que, il va falloir maintenant confirmer que, ce week-end-là, qui est au niveau de ce qu'il avait, fait l'an dernier, ça va être, le type de week-end qu'il va pouvoir répéter, tous les week-ends. Ça va lui redonner une confiance, un premier podium, et c'est vrai qu'on l'attend, lui, à un niveau, supérieur de ce qu'il nous a montré, à Lillehammer et à Ruka. Tu viens d'introduire, l'épreuve de samedi avec, voilà, justement Johannes Lampater qui retourne sur le podium et petit événement donc enfin, on va dire la première victoire cette saison de Vincenz Geiger qui les a, écœurés, sur les skis de fond. Il part 14e à quand même à 1:09 de Rieber donc on aurait pu se dire: «Bon, bah, allez, c'est reparti pour un tour» et cette fois-ci, Rieber a été repris et même assez vite repris. Alors j'ai un peu regardé les statistiques et c'est vrai qu'on avait, 2 types de neige différentes, parce que si on regarde Geiger qui a gagné, les 2 fonds, le vendredi et le samedi, il part, exactement à la même, au même temps que de Rieber, c'est-à-dire, 1 minute 07 et 1:09. Mmh. Le samedi, donc là où il gagne, là où il paraît le plus impressionnant, il fait la boucle en 23 minutes 57.
que le vendredi, il l'avait faite en 23-16. Mmh. Il y avait aussi la fatigue de faire une deuxième fois la boucle. Et clairement, la neige de samedi était plus compliquée. Et c'est là où un gars comme Geiger, étant meilleur fondeur, il a réussi à rattraper Rieber et à le déposer. À un moment, Rieber, il s'est mis dans les skis. Je me suis dit, bon, il s'était reposé un peu, mais derrière, l'autre, il te l'a lâché en 2-2, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il y avait neigé entre vendredi et samedi, donc c'était une neige qui brassait un peu plus. Et ça faisait encore plus ressortir les gros appuis des meilleurs fondeurs. Après, voilà, on parle de Rieber, même s'il avait raté sa course, et il fait quand même troisième. C'est son 73e podium. Je sais plus, je crois que j'avais entendu la stat, on est du 90% de top 10. Ouais, Ça reste voilà, ça reste un dieu vivant du combiné nordique, mais il avait surdominé et il commence à vraiment re-surdominer les sauts. C'est vrai que c'est un peu un événement et Geiger, ça faisait plusieurs courses où il se donne à fond, il termine entre 10e et 14e au saut et il a la meilleure, et c'est mérité, je pense. Et puis là, on sentait qu'il l'avait dans les jambes et c'est le type de piste où il s'éclate. Et d'ailleurs, c'était la première victoire de Geiger depuis l'or olympique. ah Voilà. oui, d'accord, ouais. Euh, c'était sa première, c'est sa 10e en carrière. Donc, il peut la fêter. Et il y a une autre stat qui est intéressante, c'est que sur ses 10 victoires, il a gagné 4 fois à Ramsau. Ça Mmh. représente quand même un bon pourcentage. Et donc, ça te montre que cette piste-là va bien pour les fondeurs et elle va bien pour Geiger. C'est pas une surprise en fait. Si on avait dû miser, connaissant ses stats, on aurait pu mettre une pièce sur lui, tu vois. Oui, et bravo à lui d'avoir été à la hauteur, et ouais, surtout, d'avoir, enfin, c'est assez rare en combiné, un qui arrive à partir tout seul, avant la dernière bosse, et c'est ce qu'il a fait dans la dernière boucle, donc bravo à lui. Donc voilà, le podium complété quand même par Lamparter, Rieber, les jeunes premiers, les jeunes prodiges. Raback toujours solide, mais qui flirte avec le podium, et puis Oftebro, même voilà, même s'il n'a pas été, tout devant ce week-end, il est cinquième et il reste, 2e, 2e au classement général de la coupe du monde. Alors, Krabak, tu vois, quand je le vois terminer 6e du saut, je m'étais dit, bon, ah, celui-là, potentiellement, il va gagner. Et je pense qu'il a donné beaucoup, beaucoup de jus le vendredi, hein. Il était entre les deux groupes. Je m'attendais à ce qu'il termine sur le podium et là il fait 5e temps, il est à 26 secondes de Geiger et je pense qu'il était un peu émoussé. Et comme tu dis, Oftebro, on est vraiment sur un coureur qui est très polyvalent, peut-être le plus polyvalent de tous ceux qu'on a mentionnés avec Rieber et qui lui donc s'affirme vraiment comme le challenger sur le long terme, c'est-à-dire sur des pistes qui sont soit exigeante en fond, ou alors un tremplin plus grand comme celui de Ruka qui donne un avantage aux sauteurs. Bah, Oftebro, tu vois, c'est celui qui va réussir, je pense, à tirer parti sur toute la saison. De la Challenger River, peut-être pas, mais en tout cas, je le vois bien terminer deuxième de la Coupe du Monde au rythme où il est. 5 points sur Rieber, ce week-end. Donc voilà, il suffit. Rieber, on sait que parfois aussi il est malade, ou il peut avoir des petites douleurs et il manque une ou 2 étapes. Et ben, il faut qu'il fasse gaffe, quoi, parce que, Oftebro, on va dire, est en embuscade. Schmid est rentré un peu dans le rang, mais reste troisième du général, et puis Geiger remonte à toute vitesse. Je pense qu'il tardera pas à être troisième du général. Schmid, c'est vrai que aussi bien en saut qu'en fond, il est un peu rentré dans le rang. Bon, il est meilleur sauteur que fondeur, hein, donc ça ne m'étonne pas que ce soit sur ce type d'épreuve où il rentre un peu dans le rang. L'autre, on en avait parlé, c'était Yamamoto, et au contraire, on a un Autrichien, là, Stéphane Rettenegger, qui était vraiment impressionnant. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Il est un peu meilleur sauteur que fondeur, mais il se défend bien quand même sur la piste, hein. C'est ça, c'est ces vrais combinés, complets là, et jeunes. Qui sont l'avenir de la discipline. Dans la foulée, Rettenegger, il a un an de moins de Lampater, qui est déjà pas bien vieux, donc on a une belle génération.
Pour les Français, surtout le duo, Matteo Bau, Laurent Multhaler, ouais, c'est, finalement copier-coller de vendredi, mais avec quelques places de mieux. Donc, Matteo 14e, Laurent 17e et voilà, vraiment à peu près la même physionomie, un saut, allez, un peu meilleur, surtout Matteo qui fait 11e et puis une course, à la bagarre. Que c'est voilà, c'est satisfaisant, comme point bas, on va dire, si c'est le point bas de la saison, c'est satisfaisant, quoi. Comme tu dis, Matteo Bo a mieux sauté que le vendredi. Donc ça s'est vu. Il est ret la piste était plus compliquée et terminé 14e. Je trouve que c'est un super résultat. Mühlthaler, il est resté aux alentours de la 17e. Gérard, on en a parlé, 41e du saut et disqualifié pour être parti trop vite. Et à Nice, c'est pareil que le vendredi. Là, il a été 25e, il était 17e après le saut. Il termine 46 et donc il a perdu, pareil, c'est une vingtaine de places qu'il perd. Donc, je dirais, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, mais plus par rapport à ce qu'on avait vu avant. Tu mets ça en comparaison avec l'an dernier, c'est tout à fait honorable. Donc, on faut voir à Hautepet. Hautepet, ça va être encore un petit hein, tremplin là-bas. C'est ça, c'est autour de HS100, donc c'est la prochaine étape, juste après les fêtes, le premier week-end, après le nouvel an. Donc on a une coupure quand même, la coupure traditionnelle des combinés, avant le gros mois Voilà. de janvier. Coupure des combinés avant la période numéro 2. Et donc, c'est vrai que si on fait un peu le résumé de cette première période, comme tu l'as dit, c'est Jarl Magnus Rieber qui est, entre guillemets, «largement en tête» de la coupe du monde, mais Jens Lura Softebro est à 83 points, hein, je crois, si je lis bien. Oui, Et donc il est, en embuscade. S'il y a une disqualification, s'il y a une histoire de combinaison, de maladie, il reste encore beaucoup d'épreuves, pour, rattraper Rieber et c'est un peu ce qu'avait fait Lamparter l'année dernière, hein. mmh, Petit à petit, il avait grappillé. Donc la saison, n'est pas encore pliée, loin de là. oui, peut être un peu moins pliée que certaines années et très intéressante. On note la 6e place quand même après, 7 épreuves de Matteo Bau et la 11e, de Laurent Multhaler, mais à quelques encablures du top 10. Je pense que c'est l'objectif des deux Français, ça doit être de rester dans le top 10 cette saison. Donc on se donne rendez-vous à Hautepet pour suivre ça début janvier. Voilà et juste pour rajouter, on voit que Geiger a ramené 160 points du week-end, autant que Rieber et du coup, il est sur les talons, de Julian Schmid, qui lui n'en a ramené que 46. Et donc il y a de fortes chances que, Geiger, double, Julian Smith, après l'épreuve d'ATP. Et donc, c'est ça qu'on va surveiller, pendant l'épreuve, en Estonie. Si tu le veux bien, on va passer, au combiné féminin. Tout de suite. Donc avec 2 épreuves également et faut que je fasse attention à mon lapsus, donc c'était pas samedi et dimanche, c'est vendredi et samedi. Alors, je sais pas comment dire, mais Guida Westphal-Hansen, elle est quand même bien partie pour gagner, toutes les épreuves de la saison. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, là, moi, je suis je suis d'accord avec toi parce qu'on est, il y a un écart trop important, avec les autres candidates au podium. Et donc, comme tu l'as dit, Westwold Hansen a remporté sa 4e victoire en 4 courses. Elle avait gagné en plus les 2 coupes continentales de la semaine dernière à Lillehammer. Elle est invaincue à la régulière depuis Ramsau 2020. Donc, voilà, depuis décembre 2020, ça fait 2 ans qu'elle est invaincue. C'est juste phénoménal. Et puis elle a 2 fois gagné le concours de saut et je crois que 2 fois elle a baissé la barre en plus, tellement elle était à l'aise, quoi. Oui et puis, elle baisse de 3 plateformes et enfin voilà, après, du coup la course, le réalisateur, il la montre, j'ai presque eu l'impression qu'il la montrait de moins en moins, mais OK, bah, elle est devant, on va la montrer au passage intermédiaire, mais la bagarre, elle est derrière et d'ailleurs, je trouve qu'on a eu 2 épreuves avec, 2 jolies bagarres pour le podium. À chaque fois avec, alors on a toujours on retrouve toujours les mêmes protagonistes là, on a Hirner, Armbruster, Hagen, Sif, Lena Broca et
on a eu, des épreuves un peu à suspense avec, des belles remontées. On peut commencer un peu on va dire un peu par la fin, mais par exemple, Ida Marie Hagen, 10e, 10e vendredi et 11e samedi. Malgré le meilleur temps de fond d'assez loin, elle n'a pas été en mesure de remonter sur le podium. Donc ça veut dire que devant, maintenant, elles se défendent, quoi. Ouais, c'est vrai que là, sur la même piste, que les hommes, on aurait pu penser que, Mary Hagen, pouvait, du coup, un peu comme Vinces Geiger, profiter de cette exigence de piste. Et comme tu l'as dit, 2 fois, elle s'est arrêtée, près du podium, plus la première fois où là, moi, je pensais qu'elle pouvait, rattraper, Armbruster et Hirner, moins le samedi où elle termine 6e où là, clairement, elle était trop loin. Mais bon, elle est de loin la meilleure en fond et du coup, si elle arrive à sauter, disons autour de la 6e, 7e place, ça pourrait être un duel avec Westwold Hansen. Mais ce qui est surprenant au niveau de Westwold, c'est que malgré le fait qu'elle avait des avances monumentales, elle fait 2 fois le deuxième temps de fond. Donc ça veut dire que si jamais elle est mise sous pression, peut-être qu'elle a le niveau pour, battre, Mary Hagan même en fond et ça, tant qu'on n'aura pas quelqu'un pour lui mettre la pression, on ne le saura pas. Oui, non, là, voilà, c'est la meilleure, au tremplin et c'est, presque la meilleure, sur la piste donc elle est injouable. Après, moi, j'ai vraiment envie de parler de Lena Brocard, et pas seulement parce qu'elle est française. Voilà, on l'a vue jouer devant, faire des remontées. Elle fait le 3e temps de ski, vendredi, qui lui permet de monter de la 11e à la 8e place et presque encore gratter une place de plus et heu et samedi, enfin moi, que j'allumais ma télé en me disant, «Je regarde une course pour le podium». Elle part 6e à une trentaine de secondes du podium et avec l'idée qu'il y avait quelque chose à jouer avec son niveau de ski de fond. Donc c'était c'était intéressant. Samedi, elle fait, son meilleur résultat en carrière avec une 5e place. C'est son 3e top 10 d'affilée de l'hiver puisqu'elle en avait fait un sur la 2e course de Lillehammer. Donc, c'est clairement son meilleur week-end en carrière. Là, elle montre, qu'elle est, déjà largement ancrée dans le top 10 et aussi bien sa course de fond de vendredi, alors elle partait un peu trop loin, comme tu as dit, 11e. Mais le samedi, elle est partie plus près à la 6e place et elle a fait le 5e temps de fond. Elle a l'opportunité, je pense, elle, pour jouer un podium pendant la saison. Elle devra battre les trois autres, hormis Vesvold, c'est-à-dire Hirner, Armbruster et Annika Sif, qui pour l'instant sont celles qui trustent les places du podium derrière Vesvold. On voit que donc Lina, elle a un niveau de fond, on va dire, elle peut jouer, voire même être un petit peu devant, ces 3 là. Donc voilà, en ayant, un bon vent ou en ayant vraiment le saut parfait au bon moment, ça permet de jouer devant. Moi, samedi, Sif, on sait que normalement elle est moins bonne, sur les skis, donc je me suis dit: «C'est elle qui va craquer et qui va offrir, une ouverture à Lena Broca» et au final, Sif, elle s'est mieux que défendue avec, Armbruster et elle a même fini par la poser sur la fin, donc j'étais, bluffé par la production, à ski d'Annika Sif, samedi. Pareil, hein, parce que je m'attendais à ce qu'elle recule beaucoup plus. Et au moment où elle s'est fait rattraper par Armbruster, donc Sif avait terminé deuxième du saut, Armbruster troisième et Hirner quatrième. Et, je pensais qu'Armbruster, qui avait l'air d'avoir eu un meilleur niveau de fond la veille, allait la battre. Et en fait, c'est Sif qui a déposé Armbruster pour le sprint. Et, ce qui fait que Annika Sif, qui est, je dirais, la deuxième meilleure sauteuse derrière Westwold, je crois d'ailleurs qu'elle avait le maillot de meilleure sauteuse, mais qu'en fait, c'est c'est Westwold, Pas intérim, ouais. qui Mmh. tient à son niveau de fond, fait que, on a ces filles-là dans un mouchoir de poche, Hirner, Armbruster, Sif, Hagen, Brocard. Ça en fait 5, plus peut-être Volavchek, parce que ça reste une très bonne fondeuse, qui vont jouer les places sur le podium et qui fait que cette saison est intéressante par là, hormis la chasse au record, qui est aussi intéressante. On ne va pas renier quelqu'un qui surdomine sa discipline. C'est intéressant aussi
d'un point de vue record pour la personne, mais c'est vrai que nous, on aime bien les courses acharnées et que là, entre la Française, Annie Cassif, Yarner Armbruster qui sont toujours des Armbruster, c'est quand même quelqu'un qui avait jamais fait de podium hein, en carrière et qui là, t'en a fait 3 fois d'affilée. Hein. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, d'ailleurs ça se matérialise, Sif, Irner, Armbruster, Hagen, elles sont 4 en 35 points au général, donc bah, c'est le c'est le top 5 actuel et Lena Brocard qui s'est hissée au 8e rang. Ah bon, un peu plus loin parce qu'elle a aussi un peu commencé un peu moins fort, donc c'est le gros. Et par contre, on va pas tirer sur l'ambulance, mais les Allemandes en ski de fond, Jenny Novak, Svenja Würth, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, moi, au contraire, j'avais été très intéressé par les sauts de Svenja Würth. Et en fond, il y a une seule Allemande qui tient la dragée haute, c'est Armbruster. Au global, Jenny Novak, elle te fait quand même 4 fois top 10. Hein. Donc, Oui, elle est là. Brocard, si elle continue sur sa lancée, va la doubler parce qu'elle est juste à 11 points derrière en Coupe du Monde. Brocard devrait aussi doubler Yuna Kazai, qui certes a fait 4 fois top 10, mais pas de là à viser mieux que top 5. Donc, Brocard peut viser la 7e place. Et les Allemandes un peu en retrait, mais c'est surtout les Japonaises, parce que il n'y en a aucune encore qui s'est battue pour un top 5. Elles sont moins fortes en saut que l'an dernier. Il y a les jumelles Kazai et Nakamura, c'est pas mauvais, hein, mais je les vois pas là se battre pour un top 5. oui, c'est ça en fait, Lena Brocard en fait, elle a fait mieux là sur l'épreuve de samedi que, même si, arithmétiquement elle est derrière au général que Volavcek, Kasai, Novak parce qu'elle, elle s'est battue pour le top 5 et même pour le podium parce qu'elle a une dizaine de secondes. Donc c'est cette dynamique-là qui est intéressant derrière le total point, quoi. Voilà, et enfin, comme la saison est un peu plus courte chez les filles, il s'avère que déjà là, on a fait un tiers de la saison. Donc, quand tu parlais de Vesvold qui a 150 points d'avance, ça veut dire que, là, elle est quasiment protégée, jusqu'au week-end de Schonard, voire d'Oslo et qu'elle pourrait, assez rapidement, je dirais aux alentours de Seefeld, si elle continue à tout gagner, avoir, déjà le globe, avant les 2 dernières épreuves. C'est ce qu'on continuera à suivre donc justement pour les femmes combinées, bah, même rendez-vous que chez les hommes, OTP donc 7 et 8 janvier, donc finalement la coupure est identique avec, une Mastart d'ailleurs chez les hommes aussi et un Gundersen donc on va on va suivre ça et on va se donner rendez-vous, après les fêtes de fin d'année pour un prochain rendez-vous de TSI dédié aux combinés. Voilà et juste pour, un petit mot, parce qu'il y avait quand même une coupe Conti, combinée à Ruka, 1er, 1 concours qui a été gagné par Terence Weber, un ancien, de la coupe du monde allemand. On a Edgar Vallée qui a fait 12e, Maël Tirode qui a fait 13e, Gaël Blondeau qui a fait 19e, Tom Michaud 23e. Donc des résultats dans l'ensemble corrects des Français. Deuxième concours, lui, a été gagné une nouvelle fois par Terence Weber. Avec le meilleur français, c'était Gaël Blondeau, 10e. Et puis le troisième, donc il y a eu trois épreuves. Encore une victoire de Lorenz Weber. Terence Weber, triplé à Ruka. Donc je pense qu'il va monter. On verra qui est le plus mauvais allemand en ce moment. Là, Terence Weber, il a montré qu'il était un cran au-dessus. Et une nouvelle fois, c'est Gaël Blondeau qui a fait le meilleur résultat avec une 12e place. Donc, est-ce que Gaël Blondeau, parce qu'il est né en 2000, peut prendre la place d'Antoine Gérard? On verra. En tout cas, c'est les enseignements de cette Coupe continentale qui a été largement dominée donc, par un Allemand. Merci, ça me fait penser, qu'on s'était posé la question dans un podcast précédent, il est où Fabian Riesle? Et ben il était là, hein, ce week-end, à Ramsau et plutôt bien, aux alentours du top 15 donc forcément il était pas devant, on l'a pas vu en tête d'affiche, mais voilà, il était là Fabian Riesle, il est pas disparu et bah, bon courage au coach allemand pour intégrer Terence Weber, pour la prochaine, période. Fabien Strisle, il a été très bon, notamment sur les skis. Et c'est clair que on est sur une équipe
Il y a un Allemand aussi quand même, Tristan Sommerfeld là, qui est peut-être un cran en dessous. Est-ce que Terence Weber pourra prendre la place? Terence Weber, il était là à Ruka, donc je sais pas trop pourquoi, il est parti. Il y a Riesle qui est revenu, il y a Jacob Lange qui est revenu, donc on est, sur un quota de 7 ou 8 places chez les Allemands. Et comme tu dis, ils sont tous là, hormis, les tout meilleurs, dans un mouchoir de poche pour demander les places en coupe du monde. Écoutez, on va suivre ça. Chez les Allemands, chez les Français, il y a peut-être du changement en vue, peut-être un quota aussi. Il faudra qu'on se renseigne sur le sujet. On vous en parle dans le prochain épisode de Tsi, dédié au combiné nordique. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 2 jours. On enregistre mardi soir, donc le 20, l'épisode pour Engelberg. Retrouvez-nous sur Discord et sinon, écoutez-nous sur toutes les plateformes. À bientôt. Au revoir.